Alors, je vais surtout pas le présenter parce que je pense que vous le connaissez et vous le connaissez bien, vous l'entendez, vous le voyez et vous le lisez. Euh, Raphaël Enthoven nous a fait un cadeau. C'est sa présence en fin de journée, malgré un emploi du temps extrêmement compliqué comme vous pouvez l'imaginer. Il a tenu son engagement. Il est venu ce soir au mémorial pour conclure cette journée déjà extrêmement riche. Et merci beaucoup, Monsieur Enthoven, pour ce cadeau que vous nous faites, qui va ajouter à toutes ces réflexions qui nous ont animés tout au long de la journée. Donc je vous cède la parole immédiatement. Le cadeau, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas fait. Le cadeau, c'était votre invitation. Je n'imaginais pas ne pas répondre à une invitation de cette nature. En revanche, je vous dois d'emblée, tout de suite, pardonnez-moi de le dire, des excuses à l'avance pour la mauvaise qualité de ce que je vais peut-être pas vous dire, mais en tout cas de la façon dont je vais vous le dire, puisque les hasards de la vie font que j'ai été obligé, pour être présent, de prendre un peu de morphine. Et écoutez, la morphine est meilleure pour la parole que la douleur. Donc, de temps en temps, de deux mots, choisissons le moindre, hein, quand on n'est pas face au mal absolu. C'est l'avantage. Alors, j'ai entendu la fin des interventions qui me précèdent. Et je voulais non pas rebondir sur ces interventions, mais juste y ajouter une petite anecdote que peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui est l'histoire du jeune Raymond Aron. Vous savez que Raymond Aron a fait ses études à Versailles, et à 14 ans, il est en seconde, et il a un professeur antisémite, et un professeur d'histoire antisémite, ce qui est en histoire vraiment très embêtant. En philo, à la limite. Bon, même en histoire, vraiment, c'est... Et le prof d'histoire qui commence à expliquer que Dreyfus est un épouvantable coupable, un affreux, un traître à la nation, etc. Et le jeune Raymond Aron se permet de lever la main et dit à son professeur que ces informations sont manifestement... comment il l'appelait perfectible, je crois qu'il a dit. Il me permet de vous faire signaler, monsieur, gamin de 14 ans, déjà chauve, qui lui dit mais enfin voilà, ce que vous dites est un peu perfectible, n'est pas terrible. Et puis il lui démontre par A plus B que Dreyfus est parfaitement innocent et que le type est une ordure, enfin le prof. Et à quoi le prof a répondu avec un sens du débat magnifique en le traitant de sale youpin, et en cours, en classe. Et Aron a découvert ce jour-là, je raconte cette histoire pour une raison simple, c'est que Aron a découvert ce jour-là qu'il était juif. Il ne le savait pas, en fait. Il était totalement intégré. Les trois petits marrons de Versailles, si vous voulez, ils ne se vivaient pas du tout comme juifs. Ils ne savaient pas ce que Shabbat voulait dire. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, ils n'y étaient pas du tout. Et il s'est découvert juif. Et Aron a dit ensuite, et il l'a appris, enfin, on l'apprend en l'écoutant, il a dit, je suis le juif de Sartre. C'est-à-dire, je suis celui à qui la conscience de son judaïsme est venue par la haine des autres. Et non pas par la conscience de porter soi-même quelque chose de différent, de singulier, d'unique, d'exceptionnel, etc. Et donc c'est quelqu'un à qui le judaïsme est venu par la haine. Et c'est très tardivement, chez Aron, c'est à partir des années 60-65, quand il a reçu le doctorat honoris causa à l'université de Tel Aviv, qu'il a confessé d'une certaine manière que le judaïsme n'était plus seulement pour lui le résultat de la détestation, qu'en somme, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi quelque chose. Et comme vous avez cité Jean Kelevitch, dans Ressembler, dissembler, Jean Kelevitch décrit le judaïsme comme naturellement le résultat de la haine, enfin la conscience du judaïsme comme le résultat de la haine, mais également comme la difficulté de porter quelque chose qui est différent. Et Aron se vivait, au terme de son parcours universitaire magnifique, comme celui qui avait la difficulté de porter quelque chose de différent. Et pour clore ce moment aronien, je vous dirais juste que dans le premier chapitre de ses mémoires, son premier chapitre s'appelle « Le testament de mon père », et il se décrit lui-même comme la terre promise, et son père comme Moïse. Il dit mon père a raté sa vie professionnelle. Il a raté sa vie au sens non pas où il n'a pas accompli tout ce qu'il voulait faire, mais au sens où il a vécu tout ça avec beaucoup d'amertume. Et il dit j'ai été l'héritier, le légat de cette amertume, et j'étais en charge par mon père de combler cette amertume et d'aller là où mon père, lui, n'avait pas pu aller. Et c'est ainsi qu'il a conçu sa propre trajectoire, découvrant au moment de la rédaction de ses mémoires qu'en réalité il est juif depuis toujours et qu'on n'est pas juif. Comment dire ? C'est une phrase de Delphine Orviller que j'aime beaucoup. Est juif celui dont les petits-enfants seront juifs. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est une affaire d'avenir. Alors, ce n'est pas de l'avenir que je suis venu vous parler, c'est du présent.
C'est du présent et du rapport au présent et du rapport aux falsifications de l'histoire, enfin de la définition du présent qui est incluse dans les falsifications de l'histoire. La première question, j'ai essayé de prendre un certain nombre de questions qui pouvaient se poser à des profs d'histoire, des profs de philo, non pas d'y répondre naturellement, mais de proposer quelques pistes de réflexion. La première d'entre elles, me semble-t-il, c'était la question de savoir pourquoi il y a un devoir de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire un devoir de mémoire. Et effectivement, on peut observer que tout devoir est vécu par les élèves, et pour cause d'ailleurs, comme une contrainte. Or, le régime de la contrainte s'applique mal à la mémoire. Je veux dire, pourquoi, c'est une des questions que les élèves se posent, pourquoi sauver de l'oubli ce qui demande un effort pour ça? Et c'est toute la question de la mémoire volontaire. Qu'est-ce qu'on sauve avec une mémoire volontaire? On sauve des feuilles mortes, on sauve des lieux communs, on sauve des cartes postales. Qu'est-ce qu'on sauve avec une mémoire volontaire quand la mémoire est volontaire? Ce dont la mémoire est un devoir, ne devrait-il pas pour cette raison justement être oublié? C'est un des sophismes auxquels on a pu avoir affaire, auxquels moi j'avais eu affaire dans ma courte carrière d'enseignant à l'université. C'est tout le problème d'une mémoire officielle, ça, et d'une histoire qui s'écrit au Parlement au lieu de s'écrire dans les manuels. Mais dire ça serait, me semble-t-il, oublier, si j'ose dire un peu vite, que l'oubli lui-même, en l'occurrence, relève d'une volonté d'oublier. Ce que je veux dire ici, c'est que s'il y a un devoir de mémoire, et c'est l'une des réponses qu'on peut faire à cette problématique, il y en a mille, naturellement, je passe rapidement là-dessus, mais ça me semble important quand même. S'il y a un devoir de mémoire, c'est que l'oubli est une volonté d'oubli. L'oubli n'est pas innocent, l'oubli relève du déni. Et le déni n'est pas moins volontaire que le devoir. L'exemple de la fureur du gouvernement turc après l'adoption par les députés allemands en juin 2016 d'une résolution qui reconnaît le génocide arménien en témoigne justement. Et alors, comment éviter au fond le double écueil d'une mémoire officielle et d'une sorte de négationnisme collectif par insouciance presque, par indifférence? Il me semble que l'une des métaphores qui fonctionne, c'est une métaphore qu'on trouve dans le Zarathustra de Nietzsche, où Nietzsche explique qu'un arbre ne pousse plus haut que quand ses racines sont plus profondes. Et que le devoir de mémoire n'a rien à voir avec la nostalgie ou l'exhumation indéfinie d'une époque révolue, non. C'est autre chose. Le devoir de mémoire, c'est un geste immémoriel. C'est le geste immémoriel d'offrir à ceux qui n'existent pas encore le récit de ceux qui ne sont plus. Ceux qui se font un devoir de mémoire, c'est ça que je veux vous dire en fait, ne sont pas, me semble-t-il, pas tant en tout cas les gardiens du passé, que des sentinelles uniquement attentives au bégaiement de l'histoire, aux tragédies qui se renouvellent parce qu'on les a niées, et au fait tout simplement que le souvenir, et c'est la métaphore de Nietzsche qui le dit, est une condition de l'avenir. J'en veux pour preuve le fait que dans toutes les dystopies, la plus exemplaire étant à mes yeux 1984, dans toutes les dystopies, l'enjeu est de maîtriser le passé. C'est ce que dans 1984 on appelle la mutabilité de l'histoire. La mutabilité de l'histoire, vous savez, c'est l'œuvre du ministère de la vérité, bien mal nommé, le Miniver, où travaille le héros de 1984, Winston Smith. Alors, il bosse au Miniver, et en fait, le boulot du Miniver, c'est de réécrire l'histoire au gré des intérêts gouvernementaux, au gré de la politique gouvernementale. Donc, le jour où Océania s'entend avec Eurasia, eh ben, Océania et Eurasia n'ont jamais été en guerre. Le jour où ils se font la guerre, alors Eurasia et Océania ont toujours été en guerre, évidemment, au profit d'Océania, puisque c'est là que travaille Winston Smith. Ce phénomène de mutabilité de l'histoire, c'est-à-dire ce phénomène totalitaire, est un phénomène auquel on pourrait se dire que nous sommes, nous, démocrates, vivant en démocratie, totalement étrangers, hein, au fond, puisque nous, on travaille sur l'histoire, nous, on enseigne l'histoire, nous, on fait ce qu'on peut. Et je ne crois pas. Je ne crois pas que cette tentation nous soit étrangère. Je pense qu'elle prend d'autres formes aujourd'hui et qu'il est essentiel, quand on enseigne, justement, de travailler sur les formes parfois moins spectaculaires que peut prendre la négation du passé. C'est Bergson qui dit, hein, le tourbillon demeure, c'est la poussière qui change. La tentation de réécrire l'histoire, elle est présente, sous des phénomènes apparemment anodins, mais la tentation est là et ces phénomènes permettent de la repérer. Je me souviens de l'exposition à la BNF sur Jean-Paul Sartre il y a quelques années, où vous voyez un Sartre avec une photo comme ça, étrange, il avait une main bizarrement posée, on avait effacé sa cigarette. Sartre n'a jamais fumé. Il n'a jamais fumé, puisque fumer c'est mal, donc il n'a jamais fumé. Il ne doit pas avoir fumé, c'est ça que je veux dire ici. Il ne doit pas avoir fumé. Pareil sur les photos de Malraux, la photo célèbre où il a les cheveux au vent et la cigarette qui pend.
La cigarette a disparu. Les cheveux sont au vent, bien sûr, magnifique. Non, mais la cigarette, elle a disparu. Chirac, pareil aussi, c'est une des premières victimes de ça. La cigarette de Chirac. Mais ça va plus loin que ça. Vous avez vu, vous vous souvenez tous des émeutes racistes de Charlottesville. Dieu sait si les nazis suprématistes ou suprémacistes blancs américains me sont antipathiques. Néanmoins, et Dieu sait si le fait que cette population ait cru avoir gagné la présidentielle est un problème. Tout ça est certain. Mais le vrai problème, me semble-t-il, c'est le sentiment qu'on peut contrer ce genre d'initiative en étant soi-même des effaceurs d'histoire. Ce qui s'est passé à Charlottesville est très intéressant. 2 semaines après les émeutes racistes de Charlottesville, un cinéma de Memphis, l'Orpheum, a suspendu sa projection annuelle du film « Autant en emporte le vent ». Oubliant par là même, naturellement, que c'était le film qui avait valu pour la première fois à une noire de recevoir un Oscar. Mais peu importe, si vous voulez, elle était en position subalterne, donc le film n'était pas acceptable. On a infligé, si vous voulez, au passé, et en l'occurrence à une œuvre d'art, des critères moraux. Infliger à l'art des critères moraux est un crime. Infliger au passé les normes du présent en est un autre, et d'une certaine manière, c'est le même problème. Travailler sur l'histoire, c'est soigner aussi la tentation également délétère, parce que c'est un des biais par lequel le pire peut advenir. C'est effacer, c'est lutter contre la tentation, l'effacer non, mais lutter contre la tentation de purger l'histoire elle-même de ces relents inégalitaires. Le Miniver, aujourd'hui, prend la forme vertueuse de gens qui déboulonnent des statues de soldats confédérés. Alors, les soldats confédérés, c'est pas bien, mais c'est pas la question. On ne peut pas toucher à ça, c'est ça que je veux dire, en fait. On doit préserver ça. Ça fait partie d'un ensemble. Le même problème se pose, à mon sens, je pense que c'est un problème extrêmement grave, on m'a beaucoup reproché d'en parler, le même problème se pose avec l'écriture inclusive, qui est sur le modèle orwellien de la novlangue, sauf que le novlangue est une réduction du nombre de mots, alors que l'écriture inclusive augmente les mots. Vous savez ce que c'est l'écriture inclusive, hein, il n'y a pas de... Le même problème se pose dans la mesure où il s'agit de purger le langage de ces éléments inégalitaires. C'est-à-dire d'oublier qu'une langue elle-même est une mémoire. Que cette mémoire soit la mémoire de choses funestes n'est pas contestable. Qu'on croit effacer ces choses funestes en effaçant leurs traces, leurs cicatrices, me semble une illusion terrible, une illusion extraordinairement dangereuse, puisque c'est une modalité du déni en réalité. Ça n'est pas une façon de lutter contre le mal. En philo, on appelle ça le cratilisme. On croit qu'en effaçant le mot, on efface la chose. Tentation cratilienne qui était celle de François Hollande quand il voulait supprimer le mot racisme de la Constitution. Comme si on supprimait la chose en supprimant le mot. Le bien et le mal ont les mêmes méthodes. L'enjeu est de préserver l'histoire, justement, de cette emprise, de cette tentation. On a trouvé cette tentation de façon apparemment bénigne ou anodine pendant la campagne présidentielle, quand le candidat Fillon, entre 2 autres mauvaises idées, avait eu celle de demander, je le cite, hein, à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire, le mot est de lui, réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. L'enjeu était que nous retrouvions ou nous retrouvassions la confiance dans notre patrie. Tout ça sont des citations. Réécrire les programmes d'histoire sous le prétexte de rassembler la nation dans une histoire commune. Produire une histoire officielle dont l'État serait à la fois l'inspirateur et le garant. Je veux dire, tout cela n'est possible soit au XIXe siècle, soit au XXIe en dictature. Que Poutine réécrive les programmes d'histoire et se mette à déclarer que Staline est un grand homme, pourquoi pas, si vous voulez, après tout. Bon. Enfin, pourquoi pas, c'est leur problème. Mais que François Fillon se propose en France, parce qu'il spécule sur les dividendes d'une crise identitaire et qu'il pense récupérer les voix du Front National en faisant ça, de sacrifier le travail des historiens au vieux mythe du roman national, c'est une atteinte au compromis infiniment délicat, infiniment subtil, qui doit exister entre une morale républicaine d'un côté et le travail des historiens. Et ce compromis, ça s'appelle un programme d'histoire. Et le gouvernement ne peut être que le partenaire d'un programme d'histoire, mais ne doit jamais en démocratie en être l'inspirateur sous peine de régner sur les esprits comme il règne sur les corps, et d'exposer les manuels d'histoire à changer de contenu au rythme des majorités, parce que si ça devient la norme, si on a le droit de faire ça,
si on se donne le droit de faire ça. Le jour où c'est pas François Fillon qui est élu, bon. Mais je ne sais pas moi, quelqu'un sensible aux thèses des indigènes de la République, par exemple, et qui considère qu'au fond, il faut concevoir enfin une histoire décoloniale. Hein. Il serait temps de pointer là-dessus et d'insister sur les crimes contre l'humanité de l'État français, etc., etc. Demain matin, les manuels d'histoire seront réécrits et vous allez avoir des générations qui, tous les 7 ans, vont apprendre une histoire totalement différente. Évidemment, on est là face à un problème terrible. L'enjeu est ici, me semble-t-il, de réduire l'histoire à l'exaltation partiale d'un grand récit patriotique. À chaque fois, l'enjeu, me semble-t-il, c'est la contamination de la science, qu'elle soit dure ou molle, que ce soit une science humaine ou une science exacte, par la morale. Le sentiment que ce qui est mal ne doit pas exister, ne doit pas avoir eu lieu. La souche de ça, on la trouve dans la lettre à Rousseau, la lettre de Rousseau, pardon, excusez-moi. Dans la lettre de Rousseau à d'Alembert, la fameuse lettre sur les spectacles, qui date de 1755, dans laquelle Rousseau propose ni plus ni moins la censure de toutes les pièces de théâtre licencieuses, parce que les pièces de théâtre licencieuses proposent au peuple des forfaits qu'il, citation, ne devrait pas supposer possible. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne ménage jamais autant le retour du pire, l'existence du pire, la perpétuation du pire, qu'en niant et sa transmission, et son enseignement, et son examen précis. Alors, ces modèles ces modalités de la réécriture, cette tentation que nous avons d'avoir le contrôle de la mémoire, voilà, je veux juste vous dire ça, est une tentation, on pourrait rester des heures là-dessus, mais c'est une tentation dont il serait faux de penser que nous en sommes débarrassés en démocratie. Elle prend d'autres formes. Le minivers prend d'autres formes à l'ère démocratique, mais il est toujours présent, et l'ennemi est là. L'ennemi est là. L'ennemi est là plus encore que le nazi qui raconte n'importe quoi, qui délire, etc., et qui se retrouve face à une corde d'historiens compétents qui le renvoie dans les cordes. L'ennemi est là. L'ennemi est dans le sentiment de bien faire quand on commet ça, quand on s'en prend à ça, quand on touche à ça. Alors, naturellement, il faut pouvoir interpréter les choses. Et toute la nuance se fait entre l'interprétation et la falsification. Il faut pouvoir discuter des phénomènes historiques. Personne ne détient la vérité, c'est ça le paradoxe. Comment dire à la fois que personne ne détient la vérité, tout en expliquant qu'on ne peut pas toucher à ça? Sinon, on se met en position de détenteur de la vérité. Donc, comment on fait? C'est un problème terrible. C'est comment éviter la réécriture du passé au gré de nos besoins, donc ces falsifications historiques. Comment éviter cela sans pour autant se mettre soi indûment en situation de maîtriser l'ensemble des choses qu'il faudrait savoir. Donc, comment on échappe à ces deux tentations? Eh bien, en distinguant, me semble-t-il, la falsification de l'interprétation. Et c'est un élément crucial. Je voudrais vous donner un exemple qui sera peut-être plus parlant que toute dissertation sur cette nuance. Vous vous souvenez de Kellyanne Conway. Voyez ce qu'est Kellyanne Conway. Kellyanne Conway a déclaré que c'est elle qui a promu la notion, le fait de alternative facts, les faits alternatifs. Elle avait fait ça, vous savez, au moment de la comparaison entre les investitures de Trump et d'Obama. Bon, les gens qui, photo à l'appui, alors évidemment, une photo peut toujours être trafiquée, mais photo à l'appui, disaient, il y avait plus de monde pour Obama en 2009 et encore plus en 2013 que pour Trump. Réponse de Kellyanne, Sean Spicer d'abord. Non, c'est pas vrai, point barre. Bon, c'est la première chose. Et puis Kellyanne Conway, attention, le président ne dit pas la vérité. Le président propose des faits alternatifs. Ouvrez votre esprit aux faits alternatifs. Soyez perméables aux faits alternatifs. Ne soyez pas dogmatiques. L'arnaque qui consiste à présenter le fait alternatif comme une ouverture d'esprit, est un adversaire qu'il faut identifier parce que c'est le même. De quoi s'agit-il avec les faits alternatifs? Non pas de suggérer une autre interprétation. On a cru certains bons esprits, on se sont dit, tiens, Kellyanne Conway est nietzschéenne, parce que Nietzsche a dit, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Sauf que quand Nietzsche dit, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, il ne veut pas dire que le fait n'existe pas. Il veut juste dire que les faits sont inséparables du sens qu'on leur donne. Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de fait, il dit il n'y a pas de fait sans interprétation. Or, les gens qui ont dit, voilà, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, or elle brandit des faits alternatifs au nom de l'interprétation, on est dans l'ouverture du dialogue. Les faits alternatifs qui sont brandis sont faux. Et ça n'est pas détenir la vérité que de le dire. C'est faux. Il y avait moins de monde pour Trump que pour Obama, c'est comme ça.
C'est pas la même chose si vous voulez. La photo des investitures d'Obama n'a pas été trafiquée comme une photo de Staline à côté d'un dissident dont on a voulu effacer le visage parce qu'il est tombé en disgrâce. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans un cas, il y a une photo trafiquée, dans l'autre, il n'y en a pas. La possibilité même d'une discussion repose sur un socle commun, et le socle commun, c'est d'admettre ce genre d'évidence, précisément. C'est là qu'on peut commencer à discuter. Ça n'est pas ouvrir son esprit que de dire n'importe quoi. Et cette nuance entre les faits, entre la falsification et l'interprétation, est une nuance très importante. Parler de faits alternatifs, ça n'est pas ouvrir le débat, c'est clore le débat. En disant, mais quoi que vous disiez, quoi que vous brandissiez, quelles que soient les preuves du nombre de morts dans tel ou tel camp d'extermination, moi je vous en propose d'autres. C'est un fait alternatif, on peut discuter quand même. Liberté de parole. Dans la banlieue de Chicago, dans les années 70, vous aviez un groupuscule nazi qui avait été interdit de parole. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont défilé avec une banderole avec marqué Free Speech dessus. Ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, le principe qu'ils brandissaient pour justifier leur prise de parole est exactement le sens même, l'ennemi juré de tout ce qu'ils pensent et de tout ce qu'ils sont. Mais ils ont brandi ce principe-là. On assiste, dans une autre mesure et dans un autre registre, il ne s'agit pas ici d'écraser les choses les unes sur les autres, mais d'observer des analogies, d'observer des ressemblances, d'observer des similarités. On assiste à des falsifications de cette nature quand on présente le fait alternatif comme l'indice d'une ouverture d'esprit. Alors, un point sur cette tentation de la réécriture de l'histoire, il me semble qu'elle est mue par deux tendances. La première tendance, c'est évidemment le goût du contrôle. Dans 1984, c'est la télé qui vous regarde. Quand Winston Smith fait sa gym devant la télé et que soudain il flanche un peu parce qu'il a mal au dos, la télé lui dit « Winston, redressez-vous !» Donc c'est la télé qui vous regarde. Aujourd'hui, ici, maintenant, ce n'est pas la télé, c'est le smartphone du voisin. Bon. Mais au fond, le problème est le même. Il s'agit de contrôler les individus, il s'agit de devancer leur comportement. Mais le deuxième point me semble plus intéressant, en tout cas moins évident, saute moins aux yeux et me semble mériter au moins qu'on l'expose. Le deuxième point, c'est la tentation d'abolir le temps. D'abolir le temps au profit d'un présent perpétuel, qui imposerait de refaçonner le passé en permanence. Et pour saisir l'enjeu et la puissance délétère de cela, je voudrais lui opposer une figure qui, à première vue, ressemble à cette ambition. Vous allez comprendre, dans la Albertine disparue, dans la recherche du temps perdu, Albertine est morte, le narrateur fait son travail de deuil, et il se dit soudain ceci: « Jadis, je songeais sans cesse à l'avenir incertain qui était déployé devant nous. J'essayais d'y lire. Et maintenant, ce qui était en avant de moi comme un double de l'avenir, aussi préoccupant qu'un avenir, puisqu'il était aussi incertain, aussi difficile à déchiffrer, aussi mystérieux, plus cruel encore, parce que je n'avais pas, comme pour l'avenir, la possibilité ou l'illusion d'agir sur lui, et aussi parce qu'il se déroulerait aussi long que ma vie elle-même, sans que ma compagne fût là pour calmer les souffrances qu'il me causait, ce n'était plus l'avenir d'Albertine, c'était son passé. » C'est l'histoire d'un homme qui a tout le passé d'Albertine devant lui, en fait. Et tout le... Voilà, c'est le chantier qui l'attend. Or, quel est l'enjeu de la recherche du temps perdu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il veut produire? Quel est le sens de son travail? Non pas, évidemment, de falsifier le passé. Il n'y a que les gens qui pensent que la littérature est mensongère parce qu'elle ne donne pas les vrais prénoms des protagonistes qui verraient une falsification du passé là-dedans. Vous savez, les gros malins qui disent « Mais Albertine, elle s'appelait Alfred, en fait. » Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nabokov avait cette phrase. Il disait « Moi, quand je lis Joue d'Albertine, je pense Fesse d'Alfred. » C'est son problème. Mais c'est une objection stupide. C'est l'objection rousseauiste à la littérature. La littérature est mensongère puisque ce qu'elle raconte, c'est pas vraiment passé. Hein? Or, on est en littérature, on n'est pas dans l'histoire, justement. Et l'enjeu proustien n'est pas de falsifier le passé, mais de le préserver, de le sauver, c'est-à-dire d'en faire une matière à sculpter pour en exhumer ce qui, de lui, ne passe pas. Et les émotions, les passions, le dépit, la disposition du caractère qui vaut d'aimer quelqu'un au point de ne pas supporter sa présence parce qu'on s'ennuie et de ne pas supporter son absence parce qu'elle vous manque. Raconter ça, c'est très important parce que c'est parler de la matière humaine. Emprunter le détour d'un prénom qui n'est pas le sien ou d'une inexactitude au sens historique du terme
n'est en rien un argument contre la démarche du romancier et n'éloigne pas le romancier de la vérité. La fiction ne nous éloigne pas de la vérité. C'est ça que je veux vous dire ici. La fiction n'est pas la falsification. La fiction ne nous éloigne pas de la vérité, au contraire. Et les récits qu'on peut faire sur les phénomènes historiques qu'il s'agit de décrire, les récits qu'il faut concevoir, qui peuvent être fictifs, qui peuvent être imaginaires parfois, ne prennent pas le contre-pied de la vérité, ne sont pas mensongers pour cette raison. Il y a une différence absolue, mais infiniment délicate à établir, entre le présent tyrannique, qui prétend réécrire le passé au gré des intérêts qui sont les siens, à la lumière des intérêts qui sont les siens, et entre ce présent totalitaire, le présent de 1984, le mini-vert et ses émules démocratiques, d'un côté, et l'ambition littéraire de rendre présent le passé lui-même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, dans la recherche du temps perdu, il y a une référence implicite dans Sodome et Gomorrhe au chant 11 de l'Odyssée, qui est le voyage d'Ulysse aux enfers. Le narrateur descend aux enfers, c'est un cauchemar qu'il fait pour retrouver sa grand-mère. Et c'est un passage qui l'a bouleversé. Primo Levi, dans le chapitre 11 de Si c'est un homme, fait lui-même référence à l'enfer de Dante. Le fait que ce soit le chapitre 11 n'est pas innocent, je n'ai pas compris pourquoi, mais je pense que ce n'est pas innocent, je ne sais pas pourquoi. Mais il le fait. Et le chapitre 11 de Si c'est un homme, que vous connaissez, qu'il faut relire, est un texte incroyable parce que, vous savez, il est avec le petit Piccolo. Et il connaît rien, enfin il est inculte, quoi. Il sait à peine lire, il est très débrouillard, il est très malin, il tire son épingle du jeu dans le camp, il s'arrange pour se rendre utile, etc. Donc il arrive à s'en sortir, et donc ils s'entendent bien l'un et l'autre, lui le chimiste et puis Piccolo, donc ils arrivent à... Et du coup on les adjoint pour les travaux, pour les trucs, et ils sont ensemble. Et lui se met en tête d'apprendre des trucs à Piccolo. Et pour ce faire, il lui récite de mémoire des passages de l'enfer. Notamment le passage de l'enfer qui raconte le moment où Ulysse arrive aux enfers. Sauf que la mémoire est défaillante. Il s'en souvient pas bien. Il s'en souvient comme il peut. Des vers lui échappent. À un moment, il dit « Mais je donnerai ma soupe de la journée pour retrouver la deuxième partie de ce vers. » Tellement ça lui semble important. Mais ce qui est intéressant, c'est que Primo Levi écrit son livre en décembre 1945, juste après. Le truc est tout frais. Mais enfin, à l'instant où il l'écrit, il a accès au texte de Dante. Donc il peut parfaitement écrire complètement le texte de Dante. Mais il maintient le caractère parcellaire de sa restitution de l'enfer de Dante. Et ce geste-là, cette humilité-là, le refus qui est le sien de rectifier son souvenir à son intérêt, à son avantage d'ailleurs, en donnant le texte exact qu'il a sous les yeux, mais de préserver ses propres lacunes, de préserver ses vides, de préserver ses manques, de préserver ce dont il ne se souvenait pas, ce qu'il n'arrivait pas à retenir, de livrer l'expérience qu'il a vécue sous la forme parcellaire, qui est celle-là, qui est celle sous laquelle il l'a vécue. Ce geste-là me semble être un geste absolument fondateur, absolument décisif. D'abord parce que ça nous sort justement d'une mémoire volontaire. Ce n'est pas une mémoire volontaire, c'est la mémoire involontaire. C'est la mémoire involontaire, c'est le souvenir involontaire des vers qui se sont imposés à lui. Il donne à ces vers et au fait qu'ils se soient imposés à lui la valeur de nécessité que recouvrent nos souvenirs involontaires. Ces choses qu'on ne fait pas exprès de se rappeler. Ces choses dont on se souvient malgré soi, qui s'imposent à nous. En les restituant de façon parcellaire, il magnifie le fait que ces informations se soient imposées à lui, se soient jetées sur lui d'une certaine manière. Et surtout, en les restituant de façon partielle, il donne à sentir la détresse d'une mémoire qui s'effiloche. L'enjeu de son maintien est montrer un texte tronqué par les lacunes de son récitant est peut-être une des meilleures façons à la fois de sauver la mémoire, de montrer l'importance de le faire et de montrer surtout le fait que si personne ne s'en occupe, la mémoire s'estompe.
J'étais trop long. Juste un mot pour clore, et puis j'espère qu'on pourra discuter un peu. La seule façon, me semble-t-il, enfin la meilleure peut-être, de lutter, je vous la propose, contre les falsifications du passé, ou la subordination vertigineuse du passé au présent perpétuel, c'est de ressusciter le passé, d'exhumer ce qui ne passe pas, d'exalter ce qui n'est pas mort et de le rendre présent. Pour dire très simplement les choses, il faut rendre présent le passé et le faire indéfiniment, inlassablement, en sachant que c'est toujours un ouvrage à reprendre, pour éviter tout simplement que le présent ne se joue du passé. Rendre le passé présent pour éviter que le présent ne se joue du passé. C'est le sens de l'enseignement en philosophie et à plus forte raison, naturellement, en histoire. Merci de votre attention. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour Monsieur. Lorsque le CRAN, l'association, demande à débaptiser les collèges, les lycées, les rues Colbert, par rapport à son rôle sur l'esclavage ou par rapport au Code noir, est-ce que ça vous paraît relever de la même logique de ce qui se passe du côté des États-Unis et à Charlottesville? Oui, à mon sens, oui. À mon sens, oui. Il y a plusieurs choses ici. Il faut établir une... D'abord, je vous fais une réponse qui ne tient pas, hein, qui ne fonctionne pas parce qu'elle méconnaît naturellement la mise en situation. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires. Imaginez demain matin un conseil représentatif des associations blanches. Le crabe. On trouverait ça immonde. Et on aurait raison. Alors, il faut être précis, pour quelles raisons les deux ne sont pas comparables? Parce que, historiquement, la situation des Blancs n'est pas celle des Noirs. Donc ça, c'est une certitude. Et que, ce n'est pas une excuse de minorité, c'est une explication de minorité. Néanmoins, ce qui explique ne justifie pas ou n'excuse pas. Et ce geste-là me semble être un geste fou. C'est un geste de même nature. D'abord, c'est le même geste que de vouloir déboulonner les statuts de confédérés, vouloir enlever le nom de Colbert. On peut nier aussi l'existence de Colbert. On peut le retirer des livres d'histoire. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Au profit de je ne sais quel homme magnifique qui, à l'époque, avait lui-même lutté pour je ne sais pas quoi. Enfin, on peut supprimer ça. C'est le même geste. Qu'on s'en prenne à cela est une chose très grave. Alors, naturellement, ce n'est pas la même histoire. Naturellement, les gens qui vous disent « mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan la situation des Noirs, la situation des Blancs », le cran a une raison d'être alors que le crabe n'en a pas. Certes, mais le cran, de ce point de vue, me semble-t-il, en se noircissant, rajoute une discrimination à une autre. On ne corrige pas une discrimination objective en rajoutant l'inverse. On augmente, et quand on ajouter une discrimination à une discrimination, ça n'est pas rectifier une discrimination. Il n'y a pas de contrepoids. On ne va pas mettre un peu on va pas faire comment dire, le balancier de l'histoire ne doit pas aller dans un sens puis dans un autre, en fait. C'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu. De la même manière que vous trouvez aujourd'hui des tas de gens qui considèrent qu'il est très important d'organiser des réunions non mixtes. Des réunions non mixtes où vous avez, alors, dans Nuit debout, il y en avait, c'était très intéressant. Nuit debout, vous aviez des endroits, place de la République, où vous ne pouviez pas entrer si vous n'étiez pas homosexuel. D'autres endroits, vous ne pouviez pas entrer si vous étiez un méchant blanc. Tautologie. Pléonasme. Donc, il y a des tas d'endroits qui vous étaient interdits si vous ne correspondiez pas aux critères novateurs. Alors, on appelle ça la non-mixité. Techniquement, il n'y a aucune différence entre la non-mixité et le racisme. La seule différence, c'est le nom. L'autre différence, c'est que la non-mixité se vit comme une morale provisoire, alors que le racisme se vit comme une vision du monde. Donc c'est important de pointer ces nuances. Hein. Mais c'est une morale provisoire qui repose sur le sentiment que faut se retrouver entre racisés, comme on dit, parce que quand il y a des blancs, la parole est moins libre. C'est comme quand il y a des hommes, la parole des femmes est moins libre. Ou quand il y a des hétéros, la parole des homos est moins libre. Les minorisés sont moins libres quand les majoritaires sont là et les écrasent de leurs bons sentiments, ce qui est pire encore que la haine. Alors, ça, c'est l'argument. Et l'argument est de dire, le jour où il n'y aura plus de racisme, la non-mixité elle-même n'aura plus de raison d'être. En fait, l'origine de cette position
dont le discours de Tain à la tête du CRAN est, me semble-t-il, l'émanation ici, l'origine de ce discours-là, de ce sentiment-là, l'idée qu'il n'y aura plus la subordination de ce racisme temporaire à l'hypothèse d'une société sans classe, sans haine, sans injustice, sans racisme, etc., on le trouve dans un texte de Sartre des années 60 qui s'appelle Orphée noire, qui est en fait une préface à la poésie nègre, qui est une préface qui est une célébration de la négritude, dans laquelle Sartre explique que l'écriture nègre est une écriture raciste, mais il dit c'est un antiracisme raciste. Et c'est un antiracisme raciste soluble dans la dissipation du racisme lui-même, ce qui veut dire qu'en fait, le chant d'Aimé Césaire, dit Sartre, est un chant universel, est un chant pour tous. Il avait raison, mais pas pour les raisons qu'il donne. Ça, c'est une autre histoire. Est un chant universel. In fine, la parole des Noirs, en tant que Noirs, est une parole qu'on pourra retrouver pour tous, qui vaudra universellement. Or, il n'y aura jamais de société sans racisme. Il n'y aura jamais de société sans antisémitisme. Il n'y aura jamais de société sans haine. Jamais la société ne sera suffisamment apaisée pour autoriser la dissipation ou la dissolution de ces procédés temporaires ou faussement temporaires. C'est le modèle cartésien de la morale provisoire. Vous savez, Descartes, dans le discours de la méthode, il se dit « Ok, je n'ai pas encore trouvé la vérité, je n'ai pas encore trouvé le bien, mais en attendant de la trouver, je vais me fabriquer des petites morales par provision. Je vais respecter les coutumes des pays où je me trouve, je vais changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde, etc. etc. » Donc il se donne des petites morales comme une sorte de préfabriqué existentiel en attendant de trouver la vérité, si vous voulez. En attendant de construire un château en Espagne, il se fait un préfabriqué de morale provisoire. Sauf que la vie est provisoire. Donc évidemment, la vérité n'est pas à sa portée, le bien n'est pas à sa portée. Les morales provisoires de Descartes sont des morales pour toute la vie. La non-mixité, si vous voulez, la non-mixité en soi est un racisme, et de la présenter comme soluble dans une société enfin non racisée est une illusion complète, est une arnaque complète. C'est comme les gens qui disent, vous savez, quand il y a eu la publication par Charlie Hebdo des caricatures du prophète, il y avait des gens qui se trouvaient sages et pondérés de dire « il ne faut quand même pas jeter de l'huile sur le feu, surtout en ce moment. Qu'est-ce que c'est ça, en ce moment? Comment vous osez, en ce moment, dans ce contexte de tension, faire une chose pareille? En ce moment. En ce moment. Quand les gens seront suffisamment tolérants pour qu'on puisse mettre en une le cul du prophète? Pardon. Quand vous lisez dans mes pensées. Quand les gens seront suffisamment tolérants pour qu'on puisse faire une chose pareille? Quand est-ce que la société sera suffisamment pacifiée pour qu'on puisse mettre le cul du prophète sans que les gens y voient une offense? Jamais, nulle part. L'arnaque, si vous voulez, Alors, c'est intéressant parce qu'on est en pleine dialectique hegelienne, au fond. La subordination d'une négativité à l'hypothèse de sa dissolution dans une réconciliation ultime, dans un avènement de l'esprit, dans une société qui, enfin, serait une société sans négativité. Ce sentiment-là, c'est comme la dictature du prolétariat. C'est la même chose. La dictature du prolétariat n'est qu'un état temporaire qui précède un état sans classe. Oui, mais l'état sans classe, on ne l'a pas vu. Et pour une raison de fond, c'est qu'on ne le verra pas. On ne le verra pas. C'est comme une société sans racisme. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. On travaille et on bricole dans l'infamie. C'est là qu'on se trouve. Et la raison pour laquelle il faut se battre, c'est que précisément, on n'en sortira jamais. Il ne s'agit pas d'être découragé, il s'agit d'être sisyphéen et de retrousser ses manches, parce que baisser les bras est plus fatigant. Donc, non, j'aime pas la phrase de Tain, l'initiative du CRAN, voilà. J'étais pas d'accord. Voilà, c'est vrai. Alors, deuxième question par ici. Oui, bonsoir. Sur les lieux de mémoire à Lyon, nous avons la prison de Montluc, et dans laquelle se trouvait la baraque aux Juifs, dans laquelle d'ailleurs il n'y avait pas que des Juifs qui ont été enfermés. Cette baraque aux Juifs, elle a été détruite, et aujourd'hui, un certain nombre d'associations réclament qu'elle soit reconstruite. Alors, il y a des gens qui réclament et d'autres qui sont absolument opposés. Et là-dessus, en fait, sur le fait de, au nom du devoir de mémoire, de dire qu'on va reconstruire des lieux qui ont été détruits pour préserver la mémoire, en fait, est-ce que c'est pas le danger aussi de donner l'impression qu'on est à Disneyland dans un décor de carton-pâte? Une baraque des Juifs en imprimante 3D. C'est un problème, oui. C'est un problème. Vous savez, la question que vous posez, c'est posée au moment de Palmyre. De dévastation de Palmyre après le passage de l'État islamique, décapitation
du directeur, c'était le directeur du musée de Palmyre, il me semble. Enfin, c'est inimaginable, enfin, sauf que ça a eu lieu. Il n'y a que le réel qui soit suffisamment inventif pour produire des trucs pareils. Quand on a chassé l'État islamique de Palmyre, les gens ont dit Palmyre redeviendra comme avant. Toutes les ruines avaient été détruites. L'enjeu était, on a suffisamment de photos en 3D, etc. On va pouvoir reconstruire des ruines toutes neuves. Ça, le paradoxe, c'est que les ruines sont immortelles, mais elles sont périssables. La baraque est immortelle, fondamentale. Il eût été fondamental de la préserver. La reconstruire, oui, c'est Disneyland. Enfin, à mon avis. Il y a eu l'autre jour, j'avais vu, ça c'était en Hollande. Vous n'avez pas vu, pour 20 € en Hollande, vous pouvez vous retrouver dans la situation d'Anne Frank. Hein, où on vous demande, alors, attention, si vous êtes malin, si vous faites preuve d'esprit, si vous savez parler au bon moment, si vous savez parler courtoisement au bourreau, hein, si vous savez vous planquer au bon moment, etc., vous pourrez échapper aux méchants SS. Vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Ah, si vous faites des bêtises, si vous connaissez mal l'histoire, vous allez vous faire gauler et vous allez perdre le jeu. 20 €, 19,50 €. Ça marche. Ça marche. Les gens ont l'impression de travailler sur le souvenir. Le pire exemple de ça, à mon avis, c'était cette proposition présidentielle en 2007 qu'un enfant vivant parraine un enfant mort, si vous voulez. Là pour le coup, enfin bon. C'est l'avantage de ces propositions qui dispensent du commentaire. Mais on est quand même, si vous voulez, là, face à cette... c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on ne va pas produire du passé, quoi. On peut le préserver, on peut le faire vivre, on peut le fictionnaliser aussi. Mais reproduire ex nihilo du passé, c'est aussi absurde que de fabriquer des ruines neuves. Et donc on est obligé de travailler, le travail du deuil est fondateur, on est obligé de travailler le deuil, c'est-à-dire de consentir à la perte de ce qui a été. Qu'un roman s'en empare, qu'un roman mette son lecteur dans la situation de quelqu'un qui était dans cet endroit et qui a vécu l'enfer, magnifique, majeur. Mais qu'on essaye, planche par planche, de reproduire ça de la même façon, c'est une illusion délétère et d'une certaine manière, je crois, mortelle. Parce que c'est paradoxalement la négation du passé, c'est un passé plastique. Au double sens du terme. D'abord, c'est une baraque en plastique, et ensuite, c'est une plasticité du passé contre laquelle, évidemment, tout le monde, et en particulier les profs d'histoire, doivent lutter. Donc moi, je n'adhère pas à ce projet-là. Il me semble que c'est de mauvaise pédagogie. La bonne pédagogie étant la littérature, quoi. Il me semble. C'est-à-dire que rien ne remplace la lecture de ça, rien ne remplace la lecture de... Voilà, rien ne remplace Shoah. Rien ne remplace... vous vous souvenez de Claude Lanzmann, invité de Thierry Ardisson ? Thierry Ardisson accueille Claude Lanzmann, il dit « Ah, Claude Lanzmann, formidable, alors on vous connaît puisque c'est vous qui avez fait la Shoah. » Et Lanzmann l'arrête, fait « Non, ça c'est Hitler. Moi j'ai fait Shoah. » Ardisson s'en est sorti par un éclat de rire, ça a fait marrer tout le monde, mais en fait c'est pas drôle. Pardon, enfin, on a raison de rire, hein, mais c'est pas drôle. C'est ça que je veux dire, c'est pas drôle. Et on est d'une certaine manière l'impéritie, la désinvolture, la nonchalance des paroles publiques sur des sujets comme ça est un ennemi beaucoup plus redoutable qu'une maison qui disparaît, je trouve. Mais sachant que, je veux dire, le bacille de la peste revient toujours, hein, donc c'est pas parce qu'on lutte ou parce qu'on s'organise que les choses disparaissent. C'est juste, on ne pourra jamais faire mieux que de les maintenir dans la boîte. Mais je ne vois dans ce constat aucune raison de ne pas le faire. Une question au fond ? Oui. Oui, alors c'est pas vraiment une question en fait. Où êtes-vous ? Ici. Oui, pardon. C'est plutôt une remarque. Vos propos étaient fort intéressants, mais il y a quand même une petite partie, alors peut-être un détail de votre discours, mais qui moi m'a beaucoup choqué. C'est sur le vocabulaire inclusif. Oui. L'écriture inclusive. L'écriture inclusive, tout à fait. Vous avez dit un détail, c'est pas innocent. Hein. Non. Mm-hmm. Je trouve ça choquant en fait que vous ayez relié ça à nier le passé. Alors qu'au contraire, l'objectif de cette démarche, c'est de remettre à jour, de parler des personnes dont on ne parlait pas dans la langue. Voilà. C'est aussi, il me semble, faire évoluer le langage pour qu'il s'adapte à une réalité qui a changé. Et d'ailleurs, on propose également d'utiliser des mots qui ont déjà été utilisés dans le passé et qui ont été, eux, effacés par une réforme au XVIIe siècle. Donc,
Ça m'a un peu choqué en fait ce que vous avez dit à ce moment-là. Est-ce que je peux vous répondre quand même? Bien sûr. Ah. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, je comprends parfaitement ce que vous dites, parce que moi, la différence entre vous et moi, c'est que ce que vous dites ne me choque pas. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand même. Je veux m'en expliquer très simplement. Remettre à jour, d'ailleurs, est une expression complexe. Hein. Remettre à jour. Il n'y a rien à remettre à jour, si vous voulez. Le passé a été le passé. Mais vous dites, le langage évolue. Le langage évolue. Si le langage n'évoluait pas, hasard, bistrot, parking ne seraient pas des mots français. Donc, évidemment que le langage évolue. Mais sous l'effet de quoi le langage évolue-t-il? Non pas sous l'effet d'un volontarisme, et je vais revenir sur le XVIIe siècle, non pas sous l'effet d'un volontarisme, mais sous l'effet d'une habitude, d'une imprégnation, d'un mélange, d'une discussion, d'un échange, de mots qui ont fini par s'imposer par l'usage, séparément d'une volonté politique. Alors vous allez me dire, au XVIIe, si, on a codifié les choses et on les a masculinisées en les codifiant. Oui, mais en amont de cela, avant cela, il n'y avait pas de codification de l'orthographe, il n'y avait pas de codification du langage. Les deux situations ne sont absolument pas comparables. Avant ça, il y avait une orthographe anarchique, orthographe anarchique, et puis, après cela, il y a eu un code sur lequel, ensuite, des habitudes, des usages se sont greffés. La situation au XXIe siècle est tout à fait différente. Le langage est parfaitement codifié, tout à fait codifié. Il est objectivement phallocentré. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai, parce que, historiquement, depuis des siècles, je veux dire, des siècles d'injustice ont façonné la langue telle que nous la connaissons. Elle est ainsi codifiée, elle évolue sous l'effet des habitudes, mais vouloir, par la volonté, la faire évoluer, c'est-à-dire faire comme si, au fond, en amont de l'écriture inclusive, le langage, c'était le chaos. Et au-delà de l'écriture inclusive, on aura enfin une écriture conforme à la réalité, me semble à la fois illusoire et surtout malhonnête dans sa comparaison avec le geste qui était celui du XVIIe siècle, qui consistait à codifier un langage qui ne l'était pas. Maintenant, sur le geste lui-même de prendre un mot et d'y injecter, je ne sais pas moi, le geste qui consiste à ne plus dire tous et toutes, mais dire tous, tous et toutes, par exemple. Pardon, ça s'appelle l'écriture inclusive, non? On est d'accord. On peut dire tous et toutes, on peut dire toutes et tous, bien sûr. Mais si vous oubliez le tous, vous discriminez ceux que vous oubliez dans la logique de ceux qui promeuvent l'écriture inclusive. Et ils ont raison. Si vous ne dites pas celles, ceux, seuls et celles-le, vous discriminez parce que vous oubliez du monde. L'obligation dans laquelle on se trouve de dire toutes et tous, le celles et ceux macronien, le celles et ceux qu'on écrit C-E-L-Z-E-C-E désormais, le celles et ceux macronien auquel on va avoir droit pendant 10 ans, bon, enfin 5 ans, alors, cette codification du langage, au-delà de cela, relève de l'ambition, qui à mon sens est une ambition funeste, qui est de demander à la langue, qui est un réservoir et une mémoire vivante d'injustice, de cicatrices, d'anecdotes, d'inadéquations. Certains mots sont nés du bruit que faisait l'action que désigne ce mot, d'autres mots sont nés du bas latin, les troisièmes sont nés d'un usage, les quatrièmes sont nés d'une importation, d'un mélange avec un mot, etc., etc. Cette entreprise de codification abstraite du langage, conformément aux canons qui sont ceux du présent, aux canons égalitaires qui sont ceux du présent, est une entreprise dont on n'a pas mesuré la dimension, je crois, tyrannique. C'est-à-dire la dimension de lavage de cerveau. Au nom du fait que, alors, vous allez me dire, les individus qui apprennent à écrire comme on apprend à écrire aujourd'hui, apprennent à écrire une orthographe phallocentrée. Oui. Mais sauf que ceux qui ont appris cette orthographe phallocentrée a produit d'excellents féministes ou d'excellentes féministes. En l'occurrence parce que des individus se sont justement insurgés contre les procédures du langage et ont observé à juste titre que le masculin était prépondérant, ce qui leur a semblé injuste. Il y a des tas de gens qui se sont engagés à la suite de ça, par exemple, qu'on travaille sur le langage, qu'on questionne le langage, qu'on interroge les mécanismes qui ont valu au langage d'être ainsi le témoin d'une injustice multiséculaire, c'est fondamental. Qu'on phagocyte le langage, qu'on le refaçonne à la lumière de l'idée que certains se font de l'égalité, c'est une tyrannie de la minorité. Et ça me semble, pour le coup, un vrai problème. Et surtout, j'insiste, on m'a beaucoup reproché d'avoir comparé ça aux 9 langues. Je finis juste là-dessus et je me tais parce que j'ai peur d'être trop long. On m'a reproché d'avoir comparé ça aux 9 langues d'Orwell. Mais, bien sûr,
Parce que le novlangue est un appauvrissement du langage délibéré, puisqu'on a compris que quand on appauvrit le langage, on appauvrit la pensée. Or, l'intérêt d'Océania, c'est d'avoir des gens qui ne pensent pas. Donc, on ne dit plus mauvais, on dit un bon. On ne dit plus meilleur, on dit plus bon. Et alors, vous avez, pour génial ou fantastique, vous avez double plus bon. C'est vrai, hein, c'est dans le texte. L'enjeu étant de réduire le langage, parce que réduire le langage, c'est façonner la pensée. Mais le façonnage des consciences n'est pas étranger non plus à l'ambition volontariste. Je reproche son volontarisme à cette ambition. À l'ambition volontariste de vouloir produire un langage qui produise une façon conforme ou convenable de penser. Une façon égalitaire de penser. C'est aux gens de faire ce trajet-là. Si l'usage, si l'habitude, si plusieurs siècles de pratique ou d'écriture inclusive peut-être finissent par produire une norme qui devient celle-là, alors il faut s'incliner devant une nécessité. Mais c'est la différence entre un souvenir involontaire qui s'impose à vous avec une nécessité absolue et un souvenir volontaire qui ressemble en réalité à une carte postale. Le langage qu'on est en train de fabriquer à coup de volonté politique, croire qu'en 3 décisions ou en 2 réformes de l'orthographe, on va fabriquer un langage conforme à l'idée d'égalité, est à la fois illusoire et surtout, pardonnez-moi, tyrannique. C'est tout à fait tyrannique. La noblesse, la pureté de l'intention ne disculpe pas des méthodes qu'on met en œuvre pour ça. La malhonnêteté consiste ici à croire que l'ignominie des méthodes est soluble dans la noblesse de l'intention. Eh ben non. La méthode est la même que celle de 1984. L'intention est meilleure, mais je m'en fous. C'est pas mon problème, l'intention, en l'occurrence. Mon problème n'est pas l'intention. Je lutte comme vous contre les inégalités, à ma manière, chacun dans son registre, etc. Je suis phobique des inégalités au même titre que vous. Mais il me semble que là, on se trompe d'instrument et qu'on se trompe de méthode. Voilà. Mais après, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est l'avantage. Hein. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pardon, bonjour. Merci tout d'abord pour votre intervention, surtout dans ces conditions. Je vous en remercie vraiment. Je voudrais revenir sur la question des lieux et des monuments de mémoire à la fois aux États-Unis et par rapport au thème qui nous concerne. L'argument principal que vous exposiez était c'est une tentative en partie d'effacer l'histoire, d'effacer certains monuments et donc de se mentir. En gros, on a un peuple qui se ment, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. Néanmoins, un problème qui se pose face à cet argument est que c'est principalement celui de l'extrême droite américaine et de l'extrême droite française. Alors certes, leur argument vient de la valorisation d'arguments racistes et c'est pas vos arguments, je suis conscient que votre argument repose pas sur le même postulat que ceux de Trump et des suprémacistes américains dont vous avez parlé. Malgré tout, sur le plan de la manière, puisque vous parlez parfois de manière dans certaines émissions, l'argument est exactement le même, à savoir qu'il n'y aurait que ces monuments qui rappelleraient aux gens l'histoire. Pardonnez-moi, ça va même plus loin que ça, puisque j'ai même dit à l'antenne, Trump a raison. J'ai dit cette phrase. D'accord. Je vous jure, j'ai dit cette phrase. Trump a raison de ne pas vouloir déboulonner les statues de confédérés. J'ai dit cette phrase parce que je trouve que quand Bill de Blasio veut enlever la statue de Christophe Colomb, il est fou. Et quand Trump veut ne pas enlever la statue d'un... Alors, attention, Trump serait beaucoup plus indulgent avec des gens qui veulent déboulonner la statue de Mandela. Au nom du fait que c'était un communiste, un terroriste ou je sais pas quoi, etc., etc., je pense qu'il réagirait moins. Donc, je serais moi-même vent debout contre le déboulonnage de la statue de Mandela. Sauf que non, ça ne vient à l'esprit de personne. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'a conduit à raisonner comme ça, si vous voulez, que l'extrême droite française, par exemple, annexe la République ou annexe la laïcité, ou mette une conception dévoyée de la laïcité au service d'un racialisme profond, ne doit pas m'empêcher, moi, nous, républicains, de défendre bec et ongle la laïcité contre les atteintes dont elle fait l'objet. Si vous voulez, l'écrasement de la laïcosphère sur la fachosphère est un des grands problèmes contemporains. On lutte pour des nuances. Donc, c'est du déshonneur par association, pas de votre part bien sûr, mais bien souvent les gens me disent « Ah, regardez l'extrême droite ou l'extrême gauche vous approuve, c'est pire encore. » Vous êtes fous, je m'en fous de qui m'approuve, je ne suis pas responsable de ça, j'essaie juste de combattre pour des nuances en l'occurrence. Moi, cette intuition-là, l'idée que ce geste-là est un geste coupable, me vient de Spinoza, qui n'était pas un penseur d'extrême droite, ni d'extrême gauche d'ailleurs. Enfin, Spinoza a une thèse toute simple. Spinoza considère qu'aucun homme n'est libre. Il dit... disons que personne n'est l'origine de ses actes, en fait. C'est une illusion de croire qu'on est l'origine de ses actes. On ne peut pas être l'origine radicale de ses actes. En revanche, si personne n'est libre en ce sens-là, tout le monde peut se libérer. Et se libérer, c'est accepter d'abord qu'on est déterminé et surtout connaître les causes qui nous déterminent. L'enjeu de Spinoza, ce n'est pas la liberté, c'est la libération. C'est-à-dire c'est la connaissance des mécanismes qui nous portent à penser ou à agir comme on le fait. En gros, personne n'est libre, sauf que
celui qui sait qu'il ne l'est pas l'est quand même plus que les autres. Et celui qui sait pourquoi il ne l'est pas l'est quand même plus que les autres. Et donc, si on prend ce système-là, ce dispositif, ce mécanisme spinozien, et qu'on le pose sur le phénomène historique, on comprend que les mutations, les grands mouvements historiques, les affrontements, les guerres qui ont produit les états de conscience dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, ou la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, que leur connaissance est indispensable à la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de ne pas les reproduire. On ne peut pas lutter contre ce qui s'est produit, ou éviter ce qui s'est produit, ou conjurer ce qui s'est produit, quand on n'en a pas la connaissance, quand on ne le regarde pas en face. Donc l'enjeu pour moi, c'est pas de dire il faut défendre l'Amérique blanche, ou bien il faudrait mettre sur le même plan des Noirs sur qui on tape parce qu'ils sont noirs et les Blancs qui leur tapent dessus. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de dire tout simplement qu'on ne lutte pas contre la discrimination en la reproduisant, on ne lutte pas contre l'inégalité en effaçant ses symboles. Alors que mon propos soit rabattu sur un autre, c'est inévitable, ça fait partie de l'étiquetage. Quand vous avez une parole publique, vous êtes étiqueté de toute façon. Bergson a dit on ne voit pas les choses mêmes, on voit les étiquettes qu'on a collées sur elles. Et de fait, quand vous avez une parole publique, on croit qu'on vous comprend. On a besoin de vous comprendre, on a besoin de vous cataloguer, on a besoin de vous étiqueter, on a besoin de vous identifier. Donc on vous identifie aux gens qui vous approuvent, ce qui est commode. Il se trouve que des gens différents m'approuvent, ce qui pose plusieurs étiquettes. Mais ça, c'est pas grave. L'enjeu ici, c'est je crois, position Tocqueville sur la Révolution française. C'est très simple. Tocqueville regrette que la Révolution française ait choisi le chemin de Rousseau plus que le chemin de Montesquieu. Il regrette que la Révolution française ait basculé dans l'unanimisme rousseauiste qu'il tient pour suicidaire, plutôt que la pondération des pouvoirs, la pondération bourgeoise des pouvoirs, selon Montesquieu. Tocqueville regrette ça. Pourquoi est-ce qu'il le regrette? Parce que l'unanimisme rousseauiste lui semble une résurgence de la monarchie qu'il a prétendu abolir. Et que, au fond, cette résurgence, sous la forme d'un unanimisme ou du sentiment qu'on va pouvoir abolir complètement l'inégalité à la façon d'un monarque de droit divin, cette résurgence n'a été rendue possible que par l'illusion qu'on avait fait du passé table rase. Alors que la connaissance du passé, la connaissance de ce qui, d'ailleurs, dans l'Ancien Régime, demeure, permane, comme on dit, à l'intérieur du monde nouveau créé par la grande rupture de la Révolution française, la connaissance de ces points communs permet de prendre acte d'une rupture véritable entre les deux. La liberté et le présent sont paradoxalement au bout du chemin qui commence par la connaissance du passé et, d'une certaine manière, j'aime pas ce mot, mais le respect du passé. Donc, voilà, qu'après une parole soit indûment rattachée à une autre, bon, c'est le lot commun pour le coup d'une parole publique, c'est pas grave. C'est pas de moi qu'on parle dans ces cas-là. Donc voilà, on parle de mon image. Moi, je suis avec des pop-corn et je regarde les gens qui, voilà, vous jetez. Vous avez une parole publique, votre image est jetée en pâture de toute façon. Donc il faut pas s'en occuper. Alors, permettez-moi de remercier M. Enthoven pour cette conférence et cette conférence. Mais finalement, je pense qu'on devrait vous distribuer à tous et prendre, nous tous, des doses de morphine. Vu la forme olympique que vous aviez ce soir, je pense que c'est sans doute une leçon de cette journée. La morphine, la scène a cet effet sur moi. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tout le monde d'être là.